Pendant des années, il a cru pouvoir enterrer son passé sous des piles de contrats et de fortune, jusqu'à ce que, trahi par ses associés et au bord de la ruine, il découvre qu'on ne peut échapper à la vérité. L'espoir renaît lorsque sa fille, qu'il a abandonnée sans connaître la vérité, revient avec des preuves pouvant tout changer. Et maintenant, ensemble, ils devront faire tomber les mensonges du passé. Si vous aimez les belles histoires, merci de vous abonner à notre chaîne et de commenter d'où vous venez. On continue. Dans la prestigieuse tour de la Défense à Paris, le soleil couchant projetait des reflets dorés sur les façades de verre et d'acier. Au 40e étage, dans un bureau aux lignes épurées, Étienne Valmont contemplait la ville qui s'illuminait progressivement. Cet homme de 53 ans, à la silhouette élancée et aux tempes grisonnantes, dirigeait l'un des plus grands groupes financiers de France. Les magazines économiques le décrivaient comme un stratège hors pair, un visionnaire, l'incarnation même de la réussite. Pourtant, derrière ce portrait flatteur, se cachait une solitude abyssale que même les chiffres astronomiques de son compte en banque ne parvenaient pas à combler. Son assistante, Mathilde, frappa discrètement à la porte. « Monsieur Valmont, votre voiture vous attend. N'oubliez pas que vous avez un dîner avec les investisseurs ce soir. » Étienne acquiesça sans même se retourner. Il connaissait parfaitement son emploi du temps, minutieusement orchestré pour ne jamais laisser de place au vide, à la réflexion, au souvenir, surtout pas au souvenir. « Merci, Mathilde. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Bonne soirée, monsieur. » Seul à nouveau, Étienne s'approcha de la baie vitrée. En contrebas, Paris s'animait. Des milliers de vies s'entrelaçaient dans un ballet frénétique. Des familles se retrouvaient pour le dîner. Des couples se formaient. Des enfants rentrèrent de l'école. Une vie normale. Une vie qu'il s'était volontairement refusée depuis cette nuit tragique, 11 ans plus tôt, quand Claire, son épouse, avait disparu de sa vie en donnant naissance à leur fille. La douleur avait été si insupportable qu'il avait choisi la fuite. Incapable de regarder cet enfant sans y voir le fantôme de Claire, il l'avait confié à sa belle-mère, Hélène. Laurent, une femme douce et aimante qui vivait dans un petit village de Normandie. Une décision qu'il s'était efforcé de justifier par ses contraintes professionnelles, son incapacité à élever seul un enfant, la nécessité de lui offrir un foyer stable. Des excuses qui, avec le temps, s'étaient transformées en murs infranchissables. Son téléphone vibra sur le bureau. Le nom de son avocat, Maître Deschamps, s'affichait sur l'écran. Étienne décrocha, irrité par cette intrusion dans son rituel du soir. « Étienne, nous avons un problème. » La voix habituellement posée de l'avocat trahissait une inquiétude inhabituelle. « Je viens de recevoir un appel de la commission des opérations de bourse. Ils vont ouvrir une enquête sur le groupe Valmont pour des irrégularités financières. Ils parlent de manipulation de cours, de faux bilans, de détournements massifs. C'est du sérieux, Étienne. Très sérieux. » Un silence glacial s'installa. Étienne sentit le sol se dérober sous ses pieds. « C'est absurde. Nous sommes irréprochables. Chaque opération est validée, vérifiée, auditée. Je le sais bien, mais les documents qu'ils ont en leur possession semblent accablants. Ils évoquent votre responsabilité directe. Quelqu'un vous vise personnellement. » L'esprit d'Étienne se mit à fonctionner à toute vitesse. Ce n'était pas la première attaque contre le groupe Valmont, mais jamais encore une accusation aussi grave n'avait été formulée. Qui est derrière tout ça? Je l'ignore encore, mais cette offensive est méthodique, organisée. Ils ont préparé leur coup pendant des mois, peut-être des années. Étienne regarda les dossiers empilés, sur son bureau, des semaines de travail pour finaliser la fusion avec le groupe allemand Hoffmann, un projet qui doublerait la taille de son entreprise et assurerait sa position dominante sur le marché européen. Un projet qui serait immédiatement compromis par le moindre soupçon d'irrégularité. « Je veux une réunion d'urgence demain matin avec tout le comité exécutif et l'équipe juridique. 7h30. Et faites-moi un rapport complet sur ces allégations. » « Bien sûr, mais Étienne, préparez-vous. La presse va s'emparer de l'affaire dès demain. Votre nom sera en première page de tous les journaux. » Après avoir raccroché, Étienne resta immobile, le regard perdu dans le vide. En quelques minutes, l'édifice qu'il avait passé sa vie à construire menaçait de s'effondrer. Mais au-delà de la menace professionnelle, c'était la perspective du scandale public qui l'effrayait le plus. Les projecteurs braqués sur sa vie, ses choix, ses failles, et inévitablement sur cette paternité qu'il avait fuie pendant 11 ans.
Dans un mouvement machinal, il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une photo jaunie par le temps. Claire y souriait, rayonnante dans sa robe d'été, une main posée sur son ventre arrondi. La dernière image d'un bonheur qui lui semblait aujourd'hui appartenir à une autre vie, à un autre homme. Le dîner avec les investisseurs s'annonçait comme un supplice. Comment faire bonne figure alors que tout était sur le point de basculer? Il rangea la photo, ajusta sa cravate et se dirigea vers l'ascenseur. Sur le mur du couloir, une affiche encadrée rappelait la devise du groupe Valmont. L'excellence n'est pas une option, c'est une exigence. Une phrase qu'il avait lui-même formulée à la création de l'entreprise et qui aujourd'hui sonnait comme une cruelle ironie. Dans la voiture qui le conduisait vers un restaurant étoilé du 8e arrondissement, Étienne essaya de rassembler ses idées. Qui pouvait vouloir sa perte? La liste des suspects potentiels était longue. Dans le monde impitoyable de la finance, les succès d'Étienne Valmont avaient fait de nombreux envieux. Concurrents écartés, projets arrachés à la dernière minute, négociations menées avec une intransigeance légendaire, il n'avait jamais fait de sentiment dans les affaires. Parmi les visages qui défilaient dans son esprit, deux s'imposèrent avec insistance. François Delorme et Alexandre Bergier, ses associés des premiers jours. Ensemble, ils avaient fondé le groupe Valmont il y a 20 ans, partageant les risques et les nuits blanches, mais leur vision de l'entreprise avait divergé au fil du temps. Là où Étienne voyait grand, international, ambitieux, eux prônaient une croissance plus mesurée, plus locale. Des désaccords stratégiques qui avaient culminé 5 ans plus tôt avec l'éviction de François et Alexandre du comité de direction, une décision qu'Étienne avait imposée avec la froide détermination qui le caractérisait. La voiture s'arrêta devant le restaurant. À travers la vitre teintée, Étienne aperçut les photographes qui patientèrent déjà, avides de capturer l'image du grand patron pour illustrer les articles du lendemain. Il prit une profonde inspiration et sortit du véhicule, affichant ce masque d'assurance qu'il avait perfectionné au fil des années. Les flashs crépitèrent autour de lui. Monsieur Valmont, un commentaire sur l'enquête de la COB. La nouvelle s'était déjà répandue, plus vite qu'il ne l'imaginait. Il ignora la question et se dirigea vers l'entrée du restaurant où l'attendaient les représentants du groupe Hoffmann. « Herr Valmont, quel plaisir de vous revoir !» La soirée s'annonçait interminable. Étienne serra des mains, échangea des banalités, commanda un vin hors de prix dont il ne sentit même pas les arômes. Son esprit était ailleurs, occupé à calculer, anticiper, élaborer des stratégies de défense. Et malgré tous ses efforts, une pensée parasite revenait sans cesse. Qu'adviendrait-il de sa fille si son monde s'écroulait? Cet enfant qu'il avait abandonné et qui, soudain, lui apparaissait comme étrangement vulnérable face à la tempête qui se préparait. À des kilomètres de là, dans une modeste maison de Giverny, une petite fille aux longs cheveux bruns se tenait debout devant une fenêtre ouverte, contemplant les étoiles qui apparaissaient une à une dans le ciel normand. Emma Valmont venait de fêter ses 11 ans, seule avec sa grand-mère Hélène. Comme chaque année, elle avait soufflé ses bougies en faisant le même vœu, que son père vienne enfin la chercher, qu'il la reconnaisse, qu'il l'aime. Et comme chaque année, elle avait gardé pour elle la déception qui suivait inexorablement. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que les étoiles, cette nuit-là, s'alignaient pour exaucer son vœu d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. La maison de Giverny s'éveillait doucement sous la lumière tamisée d'un matin de juin. Dans la petite chambre aux murs tapissés de dessins et de photos, Emma ouvrit les yeux. Le silence inhabituel qui régnait dans la maison lui rappela brutalement la réalité. Sa grand-mère n'était plus là pour lui préparer son chocolat chaud, pour tresser ses cheveux ou pour lui raconter encore une fois l'histoire de sa mère, Claire, cette femme dont elle ne connaissait que le visage figé sur quelques photographies jaunies. Hélène Laurence était éteinte 3 jours plus tôt, emportée par une maladie qui l'avait progressivement affaiblie durant les derniers mois. Une disparition qui laissait Emma face à un avenir incertain, suspendue aux décisions d'un père qu'elle n'avait jamais vraiment connu. « Emma, tu es réveillée ?» La voix de Madame Rousseau, la voisine qui s'occupait d'elle depuis l'hospitalisation d'Hélène, résonna dans le couloir. Emma soupira. La gentillesse de cette femme ne compensait pas l'absence de sa grand-mère, cette présence rassurante qui avait été son unique repère dans un monde
où elle se sentait perpétuellement de trop. « Oui, j'arrive, » répondit-elle, en se levant à contre-cœur. Dans la cuisine ensoleillée, Madame Rousseau s'affairait déjà, préparant un petit déjeuner qu'Emma savait d'avance qu'elle ne toucherait pas. L'appétit l'avait quittée en même temps que sa grand-mère. L'assistante. « Social va passer ce matin », annonça la voisine en lui servant un bol de chocolat. « Il faut que tu sois prête. Elle veut discuter avec toi de la suite. » Emma hocha la tête mécaniquement. La suite. Ce mot qui résonnait comme une menace depuis 3 jours. L'orphelinat? Une famille d'accueil? Ou peut-être, enfin, ce père fantôme qui allait être contraint? « T'as de la reconnaître? Je peux rester dans ma chambre en attendant ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de rendre assurée. « Bien sûr, ma petite, prends ton temps. » De retour dans sa chambre, Emma s'assit sur son lit, le regard fixé sur la vieille armoire normande qui occupait presque tout un mur. Sa grand-mère y rangeait ses affaires les plus précieuses, celles qu'elle ne sortait que pour les grandes occasions. Emma n'avait jamais osé y toucher, respectant l'intimité de cette femme qui avait tout sacrifié pour l'élever. Mais aujourd'hui, poussée par un mélange de chagrin et de curiosité, elle s'en approcha. Les portes s'ouvrirent dans un grincement familier. À l'intérieur, soigneusement pliées, les robes d'Hélène exhalaient encore son parfum délicat. Emma les caressa du bout des doigts, comme pour capturer une dernière fois l'essence de cette femme qu'il avait tant aimée. Au fond de l'armoire, dissimulée derrière les vêtements, une boîte en bois attira son attention. Un coffret ciselé, fermé par un petit cadenas doré. Emma le sortit délicatement et l'examina sous toutes ses coutures. Jamais elle n'avait vu cet objet auparavant. Était-ce un secret que sa grand-mère avait voulu préserver, ou simplement un trésor oublié au fil des années? La question de la clé se posa immédiatement. Emma se mit à fouiller méthodiquement la chambre d'Hélène, ouvrant tiroirs et boîtes à bijoux. Rien. Puis son regard s'arrêta sur une petite boîte à musique posée sur la commode. Un cadeau que sa mère avait offert à Hélène peu avant sa naissance, selon les récits de sa grand-mère. Emma la prit dans ses mains et l'ouvrit. La mélodie s'éleva, fragile et nostalgique, mais s'interrompit brusquement au milieu d'une note. Le mécanisme était usé. Par instinct, elle retourna la boîte et remarqua une petite cavité sous le socle. Là, nichée dans le velours défraîchi, une minuscule clé en laiton attendait. Emma la saisit, le cœur battant. Elle correspondait parfaitement à la serrure du coffret. Le cadenas céda dans un cliquetis métallique. À l'intérieur, soigneusement rangé, se trouvaient des documents, des lettres, et un petit carnet à la couverture de cuir. Emma prit d'abord le carnet, reconnaissant immédiatement l'écriture fine et élégante de sa grand-mère. C'était un journal commencé 11 ans plus tôt, juste après la naissance d'Emma et le départ de son père. Les premiers mots la saisirent. « Claire nous a quittés aujourd'hui, emportant avec elle une partie de mon cœur. Mais elle m'a laissé Emma, ce petit être fragile que son père refuse de regarder. Je ne comprends pas, Étienne. Comment peut-on rejeter ainsi sa propre chair? Je lui ai promis de prendre soin de l'enfant, mais je n'ai pas promis de me taire. À jamais. » Emma tournait les pages avec fébrilité, découvrant une histoire qu'on ne lui avait jamais racontée. Celle d'un père brisé par le chagrin, incapable d'affronter la vie sans la femme qu'il aimait. Celle d'une grand-mère déterminée à maintenir un lien, envoyant lettres après lettres, photo après photo, pour tenter de reconstruire un pont entre le père et la fille. Et puis au fil des années, le ton du journal changeait. De l'incompréhension, Hélène passait à la suspicion puis à la certitude qu'un élément lui échappait. Les lettres restent sans réponse. Les invitations aux anniversaires d'Emma sont ignorées. J'ai appelé son bureau aujourd'hui, mais sa secrétaire m'a une nouvelle fois affirmé qu'il était en déplacement. Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas seulement de la froideur ou de l'indifférence. On dirait presque une manipulation. Emma s'arrêta, intriguée. Les dernières entrées du journal, datées de quelques mois seulement, étaient plus alarmantes encore. J'ai reçu un appel étrange aujourd'hui. Un homme qui n'a pas voulu s'identifier m'a mis en garde contre les associés d'Étienne. Il prétend qu'ils ont délibérément intercepté mes lettres pendant des années, qu'ils ont fait en sorte qu'Étienne reste isolé, vulnérable. Il m'a parlé d'un complot de grande envergure. Je ne sais pas si je dois le croire, mais les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Le bruit d'une voiture se garant devant la maison interrompit sa lecture. Par la fenêtre, Emma aperçut une femme élégante qui sortait d'une berline grise,
L'assistante sociale, probablement. Elle rangea précipitamment le journal et referma le coffret, mais au moment de le remettre dans l'armoire, une enveloppe s'en échappa et tomba sur le sol. Emma la ramassa. Elle était adressée à sa grand-mère. Le cachet de la poste datait de la semaine précédente. L'expéditeur n'était autre que JM, les mêmes initiales que celles mentionnées dans les dernières pages du journal. Jean Moreau, l'ancien assistant de son père, celui qui avait tenté d'alerter Hélène. Les mains tremblantes, Emma ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une clé USB. « Chère Madame Laurent », commençait la lettre, « suite à notre conversation téléphonique, je vous fais parvenir les preuves dont je vous ai parlé. Vous y trouverez des documents confidentiels qui démontrent la machination orchestrée contre Étienne Valmont par ses associés, François Delorme et Alexandre Bergier. Leur plan est sur le point d'aboutir. Dans quelques jours, ils vont déclencher un scandale financier qui détruira définitivement Étienne. J'ai tenté de le prévenir, mais ils m'ont devancé, en me discréditant à ses yeux. Vous êtes mon dernier espoir. Pour Emma, pour Claire, faites en sorte que la vérité éclate. Jean Moreau. Un coup frappé à la porte de sa chambre fit sursauter Emma. « Emma, l'assistante sociale est là », annonça Madame Rousseau. « J'arrive. »« Dans une minute », répondit-elle, dissimulant rapidement le coffret et son contenu sous son lit. Le cœur battant à tout rompre, Emma rejoignit le salon où l'attendait une femme au visage avenant mais au regard inquisiteur. « Bonjour Emma. Je suis Madame Duval, du service d'aide sociale à l'enfance. Je suis vraiment désolé pour ta grand-mère. » Emma hocha la tête sans répondre. Son esprit était encore bouleversé par ces découvertes. « Nous devons parler de ton avenir immédiat, » poursuivit l'assistante sociale. « Comme tu le sais peut-être, ton père est ton tuteur légal. Nous l'avons contacté et... »« Il ne viendra pas, » coupa Emma d'une voix ferme. « Il n'est jamais venu en 11 ans. Pourquoi viendrait-il aujourd'hui ?» Un silence gêné s'installa. Madame Duval consulta son dossier, visiblement mal à l'aise. « En fait, il a accepté de te rencontrer. Il sera là demain. » La nouvelle frappa Emma comme un coup en pleine poitrine. Demain. Après 11 ans d'absence, son père allait franchir le seuil de cette maison qu'il avait toujours soigneusement évitée. Était-ce vraiment par choix? Ou avait-il été, lui, aussi victime d'une manipulation dont il ignorait tout? Et surtout, que ferait-elle de ces informations explosives découvertes dans le coffret de sa grand-mère? Des preuves qui pourraient potentiellement sauver cet homme qu'elle avait alternativement idéalisé et haï pendant toute son enfance. Tandis que l'assistante sociale poursuivait son monologue sur les procédures administratives et les options qui s'offraient à elle, Emma sentait grandir en elle une détermination nouvelle. Pour la première fois de sa vie, elle détenait un pouvoir sur son propre destin, et peut-être aussi sur celui de son père. Dans sa poche, la clé USB pesait comme un talisman, promesse d'une vérité qui attendait d'être révélée. Emma ignorait encore comment elle allait utiliser ces informations, mais une chose était certaine, rien ne serait plus jamais comme avant. La nuit tombait sur Giverny, enveloppant la maison d'Hélène d'un silence ouaté. Emma n'avait pas quitté sa chambre depuis le départ de l'assistante sociale, prétextant une migraine pour s'isoler avec ses découvertes. Assise en tailleur sur son lit, l'ordinateur portable de sa grand-mère sur les genoux, elle fixait l'écran avec une intensité qui creusait un pli entre ses sourcils. La clé USB de Jean Moreau contenait des dizaines de documents, e-mails, relevés bancaires, comptes rendus de réunions confidentielles, enregistrements audio, un labyrinthe d'informations complexes dont le sens lui échappait parfois, mais dont l'intention globale devenait de plus en plus claire à mesure qu'elle poursuivait sa lecture. François Delorme et Alexandre Bergier, les anciens associés de son père, avaient orchestré une stratégie machiavélique sur plusieurs années, d'abord en isolant Étienne, en interceptant systématiquement les communications d'Hélène et d'Emma, en alimentant son chagrin pour le maintenir dans une solitude qui le rendait vulnérable, puis en détournant progressivement des fonds de l'entreprise, tout en préparant minutieusement un dossier truqué qui ferait porter la responsabilité à Étienne seul. Un document en particulier attira son attention, un email daté de la semaine précédente, où François écrivait à Alexandre « Tout est prêt. Le dossier a été transmis à la COB. Le scandale éclatera dans les prochains jours.
Valmont ne s'en relèvera pas. Le timing est parfait avec la fusion Hoffmann. Quand tout sera terminé, nous rachèterons les actions à un prix dérisoire et nous reprendrons le contrôle total du groupe. Emma sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Le plan était déjà en marche. Dans un autre dossier, elle trouva un article prêt à être publié dans un grand quotidien économique détaillant les prétendues malversations d'Étienne Valmont. L'article était daté du lendemain. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, soudain consciente de l'urgence de la situation. Elle se leva d'un bond et se mit à faire les 100 pas dans la petite chambre. Que devait-elle faire? Contacter directement son père? Mais accepterait-il de l'écouter, cet enfant qu'il avait ignoré pendant 11 ans? Et s'il était déjà trop tard? Son regard tomba sur une carte de visite glissée entre les documents. Jean Moreau, consultant en sécurité informatique, suivi d'un numéro de téléphone. L'ancien assistant de son père, celui qui avait tenté de le prévenir et qui, selon ses propres mots, avait été discrédité à ses yeux. Emma n'hésita qu'un instant avant de saisir son téléphone. La tonalité résonna 3 fois avant qu'une voix grave ne réponde. Jean Moreau à l'appareil. « Monsieur Moreau, je m'appelle Emma Valmont. Je suis la fille d'Étienne Valmont et... » Un silence stupéfait l'interrompit. « Emma, comment as-tu eu ce numéro ?»« Par votre lettre. Celle que vous avez envoyée à ma grand-mère, Hélène Laurent. Elle n'est plus là. J'ai trouvé la clé USB. J'ai tout lu. » Un nouveau silence, plus lourd cette fois. « Je suis désolé. Pour ta grand-mère, Emma, c'était une femme remarquable. » La voix de Jean s'était adoucie. « Mais je suis inquiet que ces informations soient entre tes mains. Tu n'as que 11 ans, je sais. Mais je ne suis pas stupide. J'ai compris ce qui se passe. Mon père est en danger, n'est-ce pas? Ces hommes vont détruire sa réputation, son entreprise. Tout. » Jean soupira profondément. « C'est exact, et je crains que nous ne soyons déjà trop tard. L'enquête de la COB a débuté, la presse est alertée. Demain, le scandale sera public. »« Mon père vient me voir demain, » annonça Emma d'une voix ferme. « L'assistante sociale me l'a dit. C'est peut-être notre seule chance. »« Étienne vient à Giverny ?» La surprise était palpable dans la voix de Jean. « C'est inattendu. Après toutes ces années, il n'a pas le choix. Ma grand-mère est partie. Il est mon tuteur légal. » Emma marqua une pause. « Monsieur Moreau, j'ai besoin de votre aide. Je dois lui montrer ses preuves, mais je ne sais pas s'il me croira. »« J'arrive, » répondit Jean sans hésitation. « Je serai à Giverny dans 2 heures. Ne parle de cela à personne d'autre, tu m'entends? Personne. Ils ont des informateurs partout. » Emma raccrocha, le cœur battant. Elle se dirigea vers la fenêtre et scruta la rue déserte. La paranoïa commençait à l'envahir. Et si les associés de son père avaient découvert que Jean Moreau avait constitué ce dossier? Et s'il savait qu'il avait contacté Hélène? Une pensée terrifiante lui traversa l'esprit. Et si la disparition de sa grand-mère n'était pas aussi naturelle qu'on le prétendait? Elle secoua la tête pour chasser cette idée. Non, c'était absurde. Sa grand-mère était malade depuis longtemps. Les médecins l'avaient prévenu. C'était une triste coïncidence, rien de plus. Pourtant, un doute persistait. Emma retourna à l'ordinateur et reprit sa lecture des documents à la recherche d'un indice qui aurait pu lui échapper. Dans un dossier intitulé sobrement « Claire », elle découvrit une série d'emails datant d'il y a 11 ans, juste après la disparition de sa mère. Des échanges entre François Alexandre et une certaine Juliette Mercier, qui semblait être la secrétaire personnelle d'Étienne à l'époque. Les messages étaient explicites. « Assure-toi qu'Étienne ne reçoive aucune des lettres de la belle-mère. Invente des excuses. Dis-lui qu'il est en déplacement quand elle appelle. Plus il restera isolé, plus il sera facile à manipuler. » Un autre message, plus troublant encore. « Le psychologue que nous lui avons recommandé est parfait. Il renforce son sentiment de culpabilité, l'encourage à s'éloigner de tout ce qui lui rappelle Claire, y compris l'enfant. » Emma sentit une nausée l'envahir. Ces personnes avaient délibérément détruit toute possibilité de relation entre elle et son père. Ils avaient exploité son chagrin, sa fragilité émotionnelle, pour servir leurs propres intérêts. Et pendant 11 ans, elle avait cru qu'il l'avait simplement abandonnée, qu'il ne voulait pas d'elle. Un bruit de moteur la tira de ses pensées. Par la fenêtre, elle aperçut une voiture qui ralentissait devant la maison. Ce n'était pas celle de Jean Moreau, il était trop tôt.
Un frisson d'inquiétude la parcourut lorsque deux hommes en sortirent et s'approchèrent de l'entrée d'un pas déterminé. Le carillon de la porte d'entrée retentit. Emma entendit Madame Rousseau aller ouvrir, puis des voix graves résonnèrent dans le vestibule. Elle entr'ouvrit silencieusement la porte de sa chambre pour écouter. « Représentons le cabinet d'avocats Maître Lenoir et associés. Nous sommes mandatés par M. Étienne Valmont concernant la tutelle de sa fille, Emma Valmont. » « Mais l'assistante sociale est déjà passée ce matin, » protesta faiblement Madame Rousseau. « Elle a indiqué que M. Valmont viendrait demain. » Il y a eu un changement de programme. M. Valmont souhaite que sa fille soit conduite dès ce soir à son domicile parisien. Nous avons tous les documents nécessaires. Emma recula, le cœur battant à tout rompre. Quelque chose n'allait pas. Son instinct lui criait que ces hommes n'étaient pas ceux qu'ils prétendaient être. Si son père avait réellement voulu la faire venir à Paris, pourquoi ne pas l'avoir mentionnée à l'assistante sociale? Et pourquoi envoyer des inconnus au lieu de venir lui-même? Dans un éclair de lucidité, Emma comprit. François et Alexandre avaient appris l'existence des preuves. Peut-être avait-il surveillé Jean Moreau, intercepté ses communications avec Hélène. Il venait chercher la clé USB et probablement l'éliminer, elle, l'ultime témoin gênant. Sans réfléchir davantage, elle verrouilla silencieusement la porte de sa chambre, rassembla en hâte l'ordinateur, la clé USB et le journal de sa grand-mère dans son sac à dos. La fenêtre de sa chambre donnait sur le jardin arrière. Une glycine robuste grimpait le long du mur, offrant une échappatoire potentielle. Les voix dans le vestibule se faisaient plus insistantes. Madame Rousseau semblait de plus en plus méfiante. « Je vais appeler l'assistante sociale pour confirmer ce changement. » l'entendit-elle dire. « Ce ne sera pas nécessaire, madame, nous avons l'autorité légale pour emmener l'enfant. » Le ton s'était durci. Emma n'attendit pas d'en entendre davantage. Elle ouvrit la fenêtre, jeta son sac dans le jardin et s'apprêta à descendre le long de la glycine quand un bruit sourd suivi d'un cri étouffé la figea. Madame Rousseau, la panique l'envahit. Elle devait fuir maintenant. Avec l'agilité que confère la peur, elle se glissa par la fenêtre et descendit rapidement, s'écorchant les mains sur les branches rugueuses. À peine avait-elle touché le sol qu'elle entendit des pas lourds dans l'escalier et sa porte être secouée violemment. La fenêtre! Elle s'est enfuie par la fenêtre. Emma ne perdit pas une seconde. Attrapant son sac, elle s'élança à travers le jardin, franchit la petite barrière de bois et s'engagea dans l'étroit chemin qui longeait les célèbres jardins de Monet. La nuit était tombée, offrant un refuge temporaire dans l'obscurité. Mais où aller? Jean Moreau n'arriverait pas avant 1 heure au moins, et elle ne pouvait risquer de rester dans les environs. Le village de Giverny était petit, tout le monde se connaissait. Ces hommes n'auraient aucun mal à la retrouver si elle restait là. Une seule solution s'imposait, la gare de Vernon, à 4 kilomètres de là. Un train pour Paris partait chaque heure. Si elle parvenait à l'attraper, elle pourrait se rendre directement au siège du groupe Valmont, confronter son père, lui montrer les preuves avant qu'il ne soit trop tard. Serrant son sac contre elle comme le plus précieux des trésors, Emma s'élança dans la nuit, portée par une détermination nouvelle. Pour la première fois de sa vie, elle n'était plus simplement la fille abandonnée d'Étienne Valmont. Elle était celle qui détenait le pouvoir de sauver son père, de rétablir la vérité, et peut-être de reconstruire ce lien que des manipulateurs avaient délibérément brisé. La gare de Vernon était presque déserte à cette heure tardive. Seuls quelques voyageurs somnolents attendaient le dernier train pour Paris. Emma, dissimulée derrière un distributeur automatique, observait nerveusement les alentours. La course effrénée depuis Giverny l'avait laissée essoufflée, les jambes tremblantes, mais l'adrénaline continuait de pulser dans ses veines, maintenant ses sens en alerte. Elle avait réussi à distancer ses poursuivants en empruntant un raccourci à travers les champs que seuls les enfants du village connaissaient. Mais combien de temps avant qu'ils ne pensent à vérifier la gare? La logique la plus élémentaire les conduirait ici tôt ou tard. Le tableau d'affichage indiquait que le train arriverait dans 20 minutes. Une éternité dans sa situation. Emma sortit son téléphone portable, un modèle basique que sa grand-mère lui avait offert en cas d'urgence uniquement. Si ceci n'était pas une urgence, elle ne savait pas ce qui pouvait l'être. Elle composa à nouveau le numéro de Jean Moreau, priant pour qu'il réponde. « Emma ?»
La voix inquiète de l'homme résonna immédiatement. « Où es-tu? Je viens d'arriver. À Giverny et la maison est vide. Il y a des signes de lutte, ta voisine est blessée, elle dit que des hommes sont venus te chercher. » « Madame Rousseau va bien ?» s'inquiéta Emma, la culpabilité lui serrant la gorge. « Une commotion, mais rien de grave. Elle a appelé la police, mais je ne suis pas resté. Dis-moi où tu es. » « À la gare de Vernon, je vais prendre le train pour Paris. Je dois voir mon père avant qu'il ne soit trop tard. » Un juron étouffé lui parvint. « C'est trop dangereux. »« Emma, ces hommes ne sont pas des avocats, ce sont probablement des mercenaires engagés par Delorme et Bergier. Ils te retrouveront facilement à la gare ou dans le train. »« Alors quoi? Je reste caché pendant que mon père est détruit ?» s'emporta Emma, avant de baisser la voix en remarquant qu'un employé de la SNCF lui jetait un regard curieux. « J'ai toutes les preuves avec moi. Je dois les lui montrer. » Un silence tendu suivit, comme si Jean pesait soigneusement ses options. « Écoute-moi bien, Emma. Ne bouge pas de là, je serai à Vernon dans 10 minutes. Ma voiture est garée près de la maison de ta grand-mère. Je fais aussi vite que possible. Reste caché, ne te montre à personne. Si tu vois ces hommes arriver, va te réfugier dans les toilettes des femmes et verrouille-toi dans une cabine, tu comprends? »« Oui, » murmura Emma, soulagée de ne plus être seule face à cette situation qui la dépassait. « Et Emma, tu es extraordinairement courageuse. Ta mère serait fière de toi. » Ces mots, si simples, touchèrent Emma en plein cœur. Sa mère, cette femme qu'elle n'avait jamais connue, mais dont l'absence avait façonné toute sa vie. Pour la première fois depuis la disparition de sa grand-mère, elle sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle les essuya d'un geste rageur. Ce n'était pas le moment de flancher. Les minutes s'égrenaient avec une lenteur insupportable. Emma restait immobile dans sa cachette, surveillant l'entrée principale de la gare. Un couple d'amoureux entra, suivi d'un homme d'affaires pressé. Rien d'inquiétant. Puis son cœur manqua un battement. Une berline noire venait de se garer devant la gare, identique à celle qu'elle avait aperçue devant la maison. Les deux hommes en descendirent, leurs silhouettes menaçantes se découpant dans la lumière des réverbères. Paniquée, Emma se souvint des instructions de Jean, les toilettes des femmes. Elle s'y dirigea d'un pas qu'elle voulait naturel, serrant son sac à dos contre elle. À l'intérieur, elle s'enferma dans la dernière cabine et monta sur la cuvette pour que ses pieds ne soient pas visibles par en dessous. Son téléphone vibra. Un message de Jean. « J'arrive dans 2 minutes. Où es-tu exactement ?» Ses doigts tremblants tapèrent rapidement. « Toilettes des femmes. Ils sont là. » La réponse fut immédiate. « Ne bouge pas. » Emma retint sa respiration en entendant la porte. Des toilettes s'ouvrirent. Des pas lourds résonnèrent sur le carrelage. Des pas d'hommes. Une voix grave rompit le silence. « Mademoiselle Valmont, nous savons que vous êtes ici. Votre père nous a envoyés pour vous protéger. Ces documents que vous avez trouvés, ils sont dangereux, manipulés. Laissez-nous vous aider. » Le ton mielleux ne trompait personne. Emma resta parfaitement immobile, les yeux fixés sur la serrure de la porte, s'attendant à la voir forcer à tout moment. « Vous ne comprenez pas dans quoi vous vous engagez, petite. C'est un monde d'adultes, de gens puissants. Vous n'êtes qu'une enfant. Donnez-nous la clé. USB et nous vous laisserons tranquille. » Un bruit de pas précipité dans le couloir interrompit le monologue. La porte des toilettes s'ouvrit à nouveau avec fracas. « Police, restez où vous êtes. » Emma sentit un immense soulagement l'envahir, vite remplacé par la confusion. « La police? Jean Moreau avait-il eu le temps de les alerter? Qu'est-ce que vous faites dans les toilettes des femmes, messieurs ?» La voix autoritaire était celle d'une femme. « Nous cherchons une enfant disparue, » répondit l'un des hommes avec assurance. « Nous sommes du cabinet d'avocats. Montrez-moi vos papiers, » coupa sèchement la policière. Un silence tendu s'installa, puis le bruit d'une bousculade, de cris, d'une course. Emma, tremblante, n'osait toujours pas bouger de sa cachette. « Emma, c'est Jean Moreau. Tu peux sortir maintenant, c'est fini. » La voix familière la fit finalement descendre de son perchoir improvisé. Elle déverrouilla lentement la porte et se retrouva face à un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et au regard bienveillant. À ses côtés se tenait une femme en uniforme de police, l'air sévère mais rassurant. « Je suis le lieutenant Mercier », se présenta-t-elle. « Ça a été au dirase. Monsieur Moreau m'a expliqué la situation en chemin. Ces hommes sont en garde à vue. Mais j'ai besoin de ta déposition, Emma. » « Ma déposition ?»
balbutia-t-elle, désorientée par ce brusque retour à une certaine normalité légale. Plus tard, intervint Jean. Pour l'instant, nous devons emmener Emma à Paris. La vie de son père est en danger, lieutenant. Pas physiquement, mais tout ce qu'il a construit va s'effondrer demain si nous n'agissons pas. La policière hésita, visiblement partagée entre son devoir et la gravité de la situation. Je prends la responsabilité, insista Jean. Vous avez ma parole que je vous contacterai dès que possible pour régler les aspects légaux. Après un moment de réflexion, le lieutenant Mercier acquiesça. Très bien, mais je veux être tenu informé heure par heure, et ces preuves dont vous parlez, je veux les voir également. Le trajet vers Paris se déroula dans un silence tendu. Emma, blottie sur la banquette arrière de la voiture de Jean, fixait les lumières de la route qui défilait à toute vitesse. La fatigue commençait à l'envahir, mais elle luttait pour rester éveillée. Trop de questions tourbillonnaient dans son esprit. « Comment connaissez-vous ma mère » demanda-t-elle soudain, brisant le silence. Jean lui jeta un regard surpris dans le rétroviseur. « Claire, je l'ai connue par Étienne, bien sûr. J'étais son assistant à l'époque où ils se sont rencontrés. Claire était lumineuse. Il n'y a pas d'autre mot. Elle travaillait comme architecte d'intérieur et avait été engagée pour redécorer les bureaux du groupe Valmont. Ton père est tombé amoureux d'elle à l'instant même où elle a franchi la porte de son bureau. » Emma buvait ses paroles, avide de connaître enfin des détails sur cette femme qui n'avait été jusqu'alors qu'une photographie jaunie sur sa table de nuit. « Elle était courageuse comme toi, » poursuivit Jean avec un sourire nostalgique. Elle n'avait pas peur de tenir tête à Étienne, ce qui n'était pas une mince affaire, crois-moi. Il était déjà un homme influent, habitué à ce que tout le monde s'incline devant ses décisions. Mais pas Claire. Elle le challengeait, le poussait dans ses retranchements, et il l'adorait pour ça. Alors pourquoi m'a-t-il abandonné? La question douloureuse franchit les lèvres d'Emma avant qu'elle ne puisse la retenir. Le visage de Jean s'assombrit. La douleur, Emma. Une douleur tellement immense qu'elle l'a rendu aveugle à tout le reste. Et puis ces vautours de Lorme et Bergier ont exploité cette faiblesse. Ils ont intercepté les lettres de ta grand-mère, fait croire à Étienne que tu ne voulais pas le voir, que tu le tenais responsable de la perte de ta mère. Ils ont manipulé tout son entourage pour l'isoler complètement. Mais pourquoi? Pourquoi tant d'efforts juste pour le détruire? Pas juste pour le détruire, pour prendre le contrôle du groupe Valmont. Jean serra les mains sur le volant. Étienne avait une vision. Il voulait créer une entreprise différente, éthique, responsable. Delorme et Bergier ne voyaient que les profits immédiats, les coûts financiers, les arrangements douteux. Quand Étienne les a écartés de la direction, ils ont juré de se venger et de récupérer ce qu'ils considéraient comme leur dû. Les lumières de Paris apparaissaient maintenant à l'horizon, la tour Eiffel scintillant dans la nuit comme un phare improbable. « Et maintenant » demanda Emma, soudain inquiète à l'idée de confronter cet homme qui lui était à la fois si familier et si étranger. « Maintenant, nous allons chez ton père. Il habite un penthouse dans le 16e arrondissement. À cette heure, il devrait y être, probablement en train de préparer sa défense pour demain. Et s'il refuse de me voir, s'il ne me croit pas ?» Jean lui sourit dans le rétroviseur. « Il te verra, Emma. Et quand il posera les yeux sur toi, il reconnaîtra Claire. Tu as ses yeux, sa détermination. Crois-moi, il écoutera. » La voiture s'engagea sur le périphérique parisien, se frayant un chemin à travers la circulation nocturne. Emma sentit l'angoisse et l'excitation se mêler dans son ventre. Dans moins d'une heure, elle se tiendrait face à cet homme qui avait hanté ses rêves et ses cauchemars pendant 11 ans. Son père. Et peut-être pour la première fois aurait-il une vraie conversation. L'immeuble haussmannien se dressait, majestueux, dans la nuit parisienne. Ses façades de pierre blanche, ses balcons ouvragés et ses fenêtres aux rideaux tirés respiraient l'opulence discrète. C'était donc ici, au dernier étage de ce bâtiment, que vivait Étienne Valmont. Emma leva les yeux vers les hautes, à fenêtres illuminées, sentant son cœur battre à un rythme effréné dans sa poitrine. « Prête ?» demanda doucement Jean, en se garant devant l'entrée. Emma hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Toute sa vie semblait converger vers ce moment précis, cette rencontre tant redoutée et tant espérée. Elle serra contre elle son sac à dos, s'assurant une dernière fois que la clé USB et le journal de sa grand-mère s'y trouvaient toujours.
Le hall de l'immeuble, tout marbre et boiseries anciennes, était gardé par un concierge à l'allure austère qui fronça les sourcils en les voyant approcher. « Monsieur Moreau », le salua-t-il néanmoins avec une politesse réservée, « Monsieur Valmont ne m'a pas informé de votre visite. »« C'est une urgence, Maurice, » répondit Jean. « Monsieur Valmont nous attend. » Le regard du concierge se posa sur Emma, s'attardant sur son visage avec une expression indéchiffrable. Savait-il qui elle était? Avait-il reconnu en elle les traits de Claire? « Je vais l'annoncer, dit-il finalement en décrochant le téléphone. « Non, intervint fermement Jean. Je préfère le surprendre. C'est personnel. » Une hésitation traversa le visage du vieil homme, puis il haussa légèrement les épaules. « Comme vous voudrez. Vous connaissez le chemin. » L'ascenseur les conduisit silencieusement jusqu'au dernier étage. Les portes s'ouvrirent directement sur un vestibule élégant, aux murs ornés d'œuvres d'art contemporain. Emma reconnut et tint soulage. Sa grand-mère lui avait montré des reproductions de ses œuvres dans un livre sur l'art moderne. Jean pressa la sonnette. Le carillon résonna, suivi d'un silence qui sembla durer une éternité. Puis des pas approchèrent, lents, mesurés. La porte s'ouvrit sur Étienne Valmont. Emma eut le souffle coupé. L'homme qui se tenait devant elle était à la fois familier et étranger. Familier parce qu'elle avait étudié chaque photographie de lui que sa grand-mère possédait, mémorisé les traits de son visage comme on apprend une carte au trésor. Étranger parce que ces images figées n'avaient pas capturé la lassitude qui creusait maintenant des sillons autour de ses yeux, ni cette gravité qui semblait l'envelopper comme un manteau trop lourd. « Jean ?» La surprise dans sa voix était palpable. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je croyais que... Son regard tomba sur Emma, et les mots moururent sur ses lèvres. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Père et fille, face à face pour la première fois depuis 11 ans, séparés par un seuil qui représentait bien plus qu'une simple frontière physique. « Claire » murmura-t-il, avant de secouer légèrement la tête comme pour chasser une vision. « Non, c'est Emma », confirma Jean doucement. « Ta fille, Étienne. » Le visage de Valmont se décomposa, passant de la stupeur à une émotion complexe qu'Emma ne parvint pas à déchiffrer. Colère, culpabilité, peur, peut-être un mélange des trois. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il d'une voix rauque, s'adressant à Jean, mais sans quitter Emma des yeux. « Pourquoi l'as-tu amenée ici, aujourd'hui de tous les jours ?»« Parce qu'elle détient la clé de tout, Étienne. La vérité sur ce qui t'arrive, sur ce qui vous est arrivé à tous les deux pendant ces 11 années. » Un silence lourd s'installa. Puis, comme à contre-cœur, Étienne s'écarta pour les laisser entrer. L'appartement était spacieux, décoré avec un goût sobre et raffiné qui trahissait l'intervention d'un décorateur professionnel. Rien de personnel, nota Emma. Aucune photographie, aucun objet qui aurait pu raconter une histoire, témoigner d'une vie. C'était beau mais froid, comme une page de magazine. Ils suivirent Étienne jusqu'à un salon aux larges baies vitrées, offrant une vue imprenable sur la tour Eiffel. Des documents étaient éparpillés sur une table basse en verre, témoignant du travail interrompu. Emma remarqua des manchettes de journaux. Scandale financier au groupe Valmont, Étienne Valmont dans la tourmente. « Je t'écoute » dit Étienne en se tournant vers Jean, ignorant délibérément Emma. « Mais fais vite. Comme tu peux le constater, je suis assez occupé à essayer de sauver ce qui peut encore l'être. »« Ce n'est pas à moi de parler, » répondit Jean en posant une main encourageante sur l'épaule d'Emma. « C'est à elle. » Étienne tourna enfin son regard vers sa fille, un regard distant, presque clinique, comme s'il examinait un objet curieux plutôt qu'un être humain qui portait son sang. Emma sentit sa gorge se nouer. Toutes les phrases qu'elle avait répétées dans sa tête pendant le trajet semblaient s'être évaporées. Que dire à cet homme qui l'avait abandonnée? Par où commencer? « Grand-mère est partie, dit-elle finalement, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Il y a 3 jours. Une ombre passa sur le visage d'Étienne. « Hélène, je suis désolé de l'apprendre. L'êtes-vous vraiment ?» La question jaillit, acide, avant qu'Emma ne puisse la retenir. « Vous n'avez jamais répondu à ses lettres, jamais retourné ses appels. Pendant 11 ans, elle a essayé de maintenir un lien entre nous. Elle vous envoyait des photos de moi, des dessins, des bulletins scolaires. Elle vous invitait à mes anniversaires, chaque année. Et chaque année,
J'attendais devant la porte. Pour rien. Étienne pâlit visiblement. Quelles lettres? Quelles invitations? Je n'ai jamais... Exactement, intervint Jean. Tu n'as jamais rien reçu, parce que Delorme et Bergier ont tout intercepté, depuis le début. Ils ont manipulé ton entourage, corrompu ta secrétaire, isolé systématiquement chaque personne qui aurait pu te ramener vers Emma, vers une vie normale. Que c'est absurde, protesta Étienne, mais sans conviction. Pourquoi aurait-il fait cela? Pour te rendre vulnérable, expliqua Emma, sortant la clé USB de son sac. Pour te garder focalisé uniquement sur l'entreprise, te maintenir dans un état de chagrin permanent qui t'empêcherait de voir ce qu'ils préparaient. Et maintenant, ils sont prêts à te détruire complètement. Montre-lui, encouragea Jean. Emma s'approcha de l'ordinateur portable posé sur le bureau. Sans demander la permission, elle l'alluma et inséra la clé USB. Étienne, comme hypnotisé, la regardait faire sans protester. « Voici les preuves, » dit-elle en ouvrant les fichiers. « Des années de manipulation, de mensonges. Ils ont détourné des fonds, falsifié des documents, créé de toutes pièces les preuves qui vont être utilisées contre vous demain. Et ce n'est pas tout. » Elle fit défiler les emails, les relevés bancaires, les enregistrements audio. Étienne s'était approché et lisait par-dessus son épaule, son visage se décomposant à mesure qu'il prenait conscience de l'ampleur de la trahison. « Comment as-tu obtenu tout cela ?» demanda-t-il dans un souffle. « Jean Moreau les a rassemblés, » répondit Emma. « Il a essayé de te prévenir, mais il l'avait déjà discrédité à tes yeux. Alors il s'est tourné vers grand-mère. Il lui a envoyé ces documents juste avant qu'elle ne parte. » Étienne se laissa tomber sur une chaise, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. « J'ai été aveugle, » murmura-t-il, « complètement aveugle. »« Pas aveugle, » corrigea Jean. « Manipulé. François et Alexandre connaissaient tes faiblesses. Ils savaient que la perte de Claire t'avait dévasté. Ils ont exploité ta douleur, l'ont nourrie, entretenue. Ils t'ont isolé de tout ce qui aurait pu te guérir. Ta fille, ta belle famille, tes amis. Ils voulaient un Étienne Valmont fonctionnel pour l'entreprise, mais émotionnellement brisé, incapable de voir ce qui se tramait juste sous son nez. Un long silence suivit cette déclaration. Emma observait son père, cherchant dans son visage une trace de l'homme dont sa grand-mère lui avait tant parlé. L'homme brillant, passionné, aimant que Claire avait épousé. Il semblait si loin, enseveli sous des couches de chagrin, de colère et maintenant de trahison. « Il n'est pas trop tard, » dit-elle finalement. « Nous pouvons encore les arrêter. » Étienne leva les yeux vers elle, la regardant vraiment pour la première fois. « Comment ?»« Ces preuves, » répondit Emma en désignant l'écran. « Elles ne démontrent pas seulement votre innocence. Elles prouvent leur culpabilité. Nous devons les présenter à la commission des opérations de bourse avant demain et à la presse. »« Elle a raison, » approuva Jean. « Mais il y a un problème. Delorme et Bergier sont déjà au courant de l'existence de ces documents. Ils ont envoyé des hommes chez Hélène pour les récupérer. Des hommes qui se sont fait passer pour tes avocats et qui ont tenté d'enlever Emma. » Quoi? La colère traversa le visage d'Étienne comme un éclair. Ils ont osé s'en prendre à toi. Emma fut surprise par la violence de sa réaction. C'était la première émotion authentique qu'ils manifestaient depuis leur arrivée. « J'ai réussi à m'enfuir, » expliqua-t-elle. « Ils ont blessé Madame Rousseau, ma voisine, mais la police les a arrêtés à la gare de Vernon. Ce qui signifie que François et Alexandre savent maintenant que nous avons les preuves, » conclut Jean. « Ils vont tout faire pour nous empêcher de les utiliser. » Étienne se leva brusquement, une nouvelle énergie l'animant soudain. « Alors nous devons agir immédiatement. Je vais appeler Maître Deschamps, mon avocat, et le président de la COB directement. »« Il faudra plus que cela, » intervint Emma. « Ils ont préparé leur coup pendant des années. Ils ont des alliés partout, peut-être même au sein de la commission. »« Que proposes-tu alors ?» demanda Étienne. Et Emma fut frappée par la façon dont il s'adressait maintenant à elle, d'égal à égal. « Une conférence de presse, » répondit-elle sans hésitation. « Demain matin, juste avant l'ouverture des marchés. Révélez tout, la conspiration, les preuves, la manipulation. Ne leur laissez pas le temps de réagir. » Étienne et Jean échangèrent un regard surpris. « C'est risqué, » dit Jean. « Mais cela pourrait fonctionner. L'effet de surprise serait total. »« Pas seulement l'effet de surprise, »
ajouta Emma. C'est aussi une question d'image. Si vous apparaissez aux côtés de votre fille, que vous révélez comment ils vous ont séparés pendant toutes ces années, l'impact émotionnel sera considérable. Personne ne pourra ignorer une telle histoire. Un sourire inattendu apparut sur les lèvres d'Étienne. « Tu as l'esprit stratégique, remarqua-t-il, comme ta mère. » Ce simple commentaire, cette reconnaissance implicite de leur lien, fit monter les larmes aux yeux d'Emma. Elle les retint, déterminée à rester forte. « Je vais faire les appels nécessaires, » décida Étienne en saisissant son téléphone. « Jean, peux-tu préparer un dossier de presse avec les éléments les plus accablants ?»« Emma ?» Il s'interrompit, soudain mal à l'aise, comme s'il réalisait qu'il n'avait aucun droit de lui demander quoi que ce soit. « Je vais vous aider, » dit-elle simplement. « Je connais ces documents mieux que personne. Je sais exactement quels sont les points clés. » Les décites. Heures qui suivirent furent intenses. L'appartement se transforma en quartier général improvisé. Des appels furent passés, des stratégies élaborées, des documents analysés. Emma, malgré la fatigue qui commençait à la submerger, se tenait aux côtés de son père, l'observant, de reprendre vie à mesure que le plan se dessinait. Il était près de 3 heures du matin lorsqu'Étienne proposa finalement une pause. Il avait fait préparer une chambre pour Emma, l'ancienne chambre d'amis qu'une gouvernante avait rapidement aménagée. « Tu devrais te reposer, » dit-il doucement. « Demain sera une journée décisive. » Emma hésita sur le pas de la porte, submergée par l'étrangeté de la situation. Dormir sous le même toit que cet homme qui était à la fois un étranger et son père. « Je ne t'ai pas remercié, » dit soudain Étienne, les mots semblant lui être arrachés. « Pour tout ceci, pour être venu, pour avoir eu le courage que je n'ai jamais eu. » Emma sentit son cœur se serrer. « Je ne l'ai pas fait pour vous, » répondit-elle honnêtement. « Je l'ai fait parce que grand-mère aurait voulu que la vérité éclate. Elle a toujours cru qu'un jour nous serions une famille. » La douleur qui traversa le visage d'Étienne était presque physique. « Je ne sais pas si c'est encore possible, » admit-il. « Trop d'années perdues, trop de blessures. Mais peut-être pouvons-nous au moins essayer de nous connaître. » Emma ne répondit pas immédiatement. Cette proposition, si modeste soit-elle, représentait plus que tout ce qu'elle avait jamais espéré. Mais elle n'était pas prête à pardonner, pas encore. « Bonne nuit, monsieur Valmont, » dit-elle finalement, avant de refermer doucement la porte derrière elle. Dans la solitude de cette chambre inconnue, Emma s'allongea sur le lit sans même prendre la peine de se déshabiller. L'épuisement la submergea instantanément. Sa dernière pensée, avant de sombrer dans le sommeil, fut pour sa grand-mère. « J'ai fait ce que tu m'as demandé, grand-mère, » murmura-t-elle. « J'ai trouvé la vérité. Maintenant, aide-moi à savoir quoi en faire. » Le siège du groupe Valmont scintillait sous les premiers rayons du soleil matinal. L'immense tour de Dinzet, fer et d'acier, joyau architectural de la Défense, semblait paisible, ignorant encore la tempête médiatique qui allait bientôt s'abattre sur elle. Dans la salle de conférence du dernier étage, un ballet frénétique s'orchestrait. Des techniciens installaient micros et caméras, des assistants disposèrent des dossiers, et l'équipe de communication, convoquée en urgence, tentait de masquer sa nervosité derrière une efficacité professionnelle. Emma, vêtue d'une robe bleu marine que la gouvernante d'Étienne avait achetée pour elle à l'aube, observait ce spectacle avec une curiosité mêlée d'appréhension. Jamais elle n'aurait imaginé se retrouver au cœur d'un tel événement. Elle qui, la veille encore, n'était qu'une orpheline anonyme dans un petit village normand. « Nerveuse ?» demanda Jean en s'approchant d'elle, 2 tasses de chocolat chaud à la main. Emma accepta la boisson avec reconnaissance. « Un peu, » admit-elle. « Et s'ils ne nous croient pas? Si les journalistes pensent que c'est juste une tentative désespérée de mon père pour sauver sa réputation, ils te verront, » répondit simplement Jean. « Ils verront cette petite fille de 11 ans qui a risqué sa vie pour sauver un père qu'elle ne connaît même pas. Cette histoire est trop puissante, trop humaine pour être ignorée. » À l'autre bout de la pièce, Étienne était en pleine discussion avec son avocat, Maître Deschamps, un homme à l'allure austère dont le visage sévère s'était légèrement détendu en découvrant les preuves rassemblées par Jean et Emma. « Votre fille est extraordinaire, » l'entendit-elle dire à Étienne, « une véritable Valmont. » L'expression de fierté qui traversa fugitivement le visage de son père toucha Emma plus qu'elle ne l'aurait voulu. Toute sa vie, elle avait cherché cette reconnaissance, cette validation de son existence.
et voilà qu'elle surgissait dans les circonstances les plus improbables. 10 minutes avant le début de la conférence, annonça la directrice de communication, une femme élégante au regard perçant qui s'était présentée comme Sylvie Mercier. Les journalistes sont en train d'arriver. Nous avons une salle comble, comme prévu. Étienne acquiesça puis se dirigea vers Emma. Il semblait avoir rajeuni depuis la veille, comme si le poids qui l'écrasait depuis des années s'était allégé. Ses traits restaient marqués par l'anxiété, mais une nouvelle énergie émanait de lui. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement. « Oui, » répondit Emma avec une assurance qui la surprit elle-même. « Tu n'es pas obligé de parler si tu ne le souhaites pas. Ta simple présence à mes côtés sera... »« Je vais parler, » l'interrompit-elle fermement. « C'est mon histoire aussi, notre histoire. » Étienne la regarda longuement, comme s'il la découvrait pour la première fois. « Tu as raison, » dit-il finalement. « C'est notre histoire. » Un assistant s'approcha, leur indiquant qu'il était temps. Étienne offrit sa main à Emma, un geste simple mais lourd de signification. Après une brève hésitation, elle la prit. Ensemble, ils entrèrent dans l'arène médiatique. La salle de presse était bondée. Des dizaines de journalistes, caméras et appareils photo à la main, se tournèrent d'un même mouvement vers eux. Les flashs crépitèrent immédiatement, aveuglants. Emma sentit la main de son père se crisper légèrement dans la sienne, mais il ne la lâcha pas. Ils prirent place derrière la longue table, où les attendèrent déjà Maître Deschamps et Jean. Devant eux, une forêt de micros et l'attention braquée de tout ce que Paris comptait de médias importants. Sur les écrans disposés autour de la salle, Emma aperçut les chaînes d'information en continu qui diffusaient déjà l'événement en direct, avec en surimpression des titres alarmistes. Étienne Valmont face au scandale. Crise majeure. Au groupe Valmont. Sylvie Mercier s'avança pour introduire la conférence. « Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Monsieur Valmont va faire une déclaration importante concernant les allégations récemment portées à son encontre. Il répondra ensuite à vos questions. » Un silence tendu s'installa lorsqu'Étienne se leva et s'approcha du micro central. Il balaya l'assemblée du regard, prit une profonde inspiration puis commença. « Mesdames et messieurs, il y a des moments dans une vie où l'on se retrouve face à un choix fondamental. Continuer à se mentir ou affronter enfin la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Aujourd'hui, je choisis la vérité. » Sa voix, d'abord hésitante, se raffermit progressivement. Vous avez sans doute entendu parler d'une enquête ouverte par la Commission des opérations de bourse concernant de prétendues irrégularités financières au sein du groupe Valmont. Ces accusations sont graves, et si elles étaient avérées, mériteraient les sanctions les plus sévères. Mais elles sont fausses, entièrement fabriquées dans le cadre d'une conspiration visant à me détruire, à s'emparer de mon entreprise, et plus tragiquement encore, à briser définitivement ma famille. Un murmure parcourut l'assemblée. Étienne poursuivit, détaillant méthodiquement le complot orchestré par François Delorme et Alexandre Bergier, expliquant comment ils avaient manipulé documents et témoignages pour créer de toutes pièces un scandale financier. À mesure qu'il parlait, des preuves étaient projetées sur les écrans. Emails compromettants, relevés bancaires falsifiés, enregistrements audio incriminants. Mais cette conspiration va bien au-delà de simples manœuvres financières. Continua Étienne, sa voix se teintant d'une émotion rare. Elle a commencé il y a 11 ans, juste après le départ de mon épouse, Claire. Emma sentit tous les regards se tourner vers elle. Elle resta droite, le menton légèrement relevé, comme sa grand-mère le lui avait appris dans les moments difficiles. Ces hommes, que je considérais comme des amis, ont profité de mon chagrin pour m'isoler complètement. Ils ont intercepté, pendant des années, les lettres et appels de ma belle-mère concernant ma fille, Emma. Ils m'ont fait croire qu'elle ne voulait pas me connaître, tout comme ils lui ont fait croire que je l'avais abandonnée par indifférence. La voix d'Étienne se brisa légèrement sur ces derniers mots. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Les journalistes, habitués au cynisme professionnel, semblaient touchés malgré eux par cette confession publique. « Hier soir, » reprit Étienne après avoir repris contenance, « ma fille est entrée dans ma vie pour la première fois depuis 11 ans, non pas pour me demander des comptes, comme elle en aurait eu le droit, mais pour me sauver, pour nous sauver tous les deux. » Il se tourna vers Emma, lui adressant un regard où la fierté se mêlait à une immense tristesse. C'est grâce à son courage, à son intelligence et à sa détermination
que je peux aujourd'hui vous présenter ces preuves. Sans elles, j'aurais tout perdu. Mon entreprise, ma réputation, et plus important encore, la chance de la connaître. Étienne. Qu'invita alors Emma à prendre la parole si elle le souhaitait. Un moment de flottement parcourut l'assemblée. Personne ne s'attendait à ce qu'une enfant de 11 ans s'exprime dans un tel contexte. Pourtant, Emma se leva avec une assurance qui impressionna même les journalistes les plus aguerris. « Je m'appelle Emma Valmont », commença-t-elle d'une voix claire qui résonna dans toute la salle. « Jusqu'à hier, je pensais que mon père m'avait abandonné parce qu'il ne m'aimait pas, parce que je lui rappelais trop ma mère qu'il avait perdue. C'est ce que j'ai cru pendant 11 ans. » Les caméras captaient chaque mot, chaque expression de son visage juvénile, où se lisait une maturité née de l'épreuve. Mais quand ma grand-mère est partie il y a quelques jours, j'ai découvert la vérité. J'ai trouvé des lettres, des documents, des preuves qu'elle avait essayé année après année de maintenir un lien entre mon père et moi. Des lettres qui n'ont jamais été livrées, des appels qui n'ont jamais abouti, des invitations à mes anniversaires qui ont été interceptées. Emma déroula son histoire avec une simplicité bouleversante. Elle raconta sa découverte du coffret, sa fuite nocturne, la tentative d'enlèvement, sa détermination à retrouver ce père qu'elle connaissait uniquement par des photographies jaunies. « Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant », conclut-elle. « Je ne sais pas si mon père et moi pourrons un jour rattraper ces années perdues. Mais je sais une chose, la vérité mérite d'être connue, et ces hommes qui ont détruit notre famille pour des questions d'argent et de pouvoir doivent répondre de leurs actes. » Un silence révérencieux suivit son intervention. Puis, contre toute attente, des applaudissements éclatèrent. D'abord timides, puis de plus en plus nourris. Les journalistes, oubliant momentanément leur neutralité professionnelle, rendaient hommage à cet enfant dont le courage forçait l'admiration. La suite de la conférence se déroula dans une atmosphère inhabituelle. Les questions des journalistes, d'ordinaire incisives et piégeuses, se firent de plus respectueuses, plus mesurées. Même les plus sceptiques semblaient ébranlés par la masse de preuves présentées et par l'évidente sincérité d'Emma. Maître. Deschamps prit la parole pour exposer les aspects juridiques de l'affaire. Il annonça qu'une plainte avait été déposée contre François Delorme et Alexandre Bergier pour falsification de documents, détournement de fonds, tentative d'escroquerie et, fait plus troublant encore, mise en danger d'une mineure. Une enquête a été ouverte concernant l'incident survenu hier à Giverny, précisa-t-il. Les 2 hommes arrêtés à la gare de Vernon ont déjà commencé à parler, confirmant avoir été mandatés par messieurs Delorme et Bergier pour récupérer les documents compromettants et, si nécessaire, pour faire taire Emma Valmont. Un frisson d'horreur parcourut l'assistance à ces mots. L'idée que des hommes d'affaires respectables aient pu envisager de s'en prendre à une enfant transformait l'affaire financière en un scandale moral d'une toute autre ampleur. Alors, que la conférence touchait à sa fin, un journaliste demanda « Monsieur Valmont, au-delà des aspects légaux et financiers, qu'espérez-vous personnellement de cette révélation ?» Étienne sembla pris au dépourvu par cette question inattendue. Son regard croisa celui d'Emma, cherchant peut-être une réponse ou une permission. « J'espère, commença-t-il lentement, j'espère avoir la chance de connaître ma fille, d'apprendre qui elle est devenue pendant toutes ces années où je n'étais pas là. Je sais que je ne peux pas rattraper le temps perdu, mais peut-être pouvons-nous construire quelque chose de nouveau. » Il y avait dans sa voix une vulnérabilité que les médias n'avaient jamais entendue chez cet homme réputé. Pour sa froideur et son intransigeance en affaires, cette fragilité assumée, cette humilité face à ses propres échecs, touchèrent l'assistance plus profondément que tous les arguments juridiques ou financiers présentés auparavant. La conférence s'acheva sur cette note personnelle, tandis que les journalistes se précipitaient pour transmettre leurs articles et que les chaînes d'information commençaient déjà à analyser les révélations fracassantes du jour, Emma et Étienne quittèrent la salle, toujours main dans la main. Dans le bureau privé d'Étienne, où ils se réfugièrent pour échapper à l'agitation médiatique, un silence étrange s'installa. La tension des dernières heures retombait, laissant place à une incertitude partagée. Qu'allait-il faire maintenant?
Comment naviguer dans cette relation père-fille naissante, chargée de tant d'absences et de non-dits? Tu as été remarquable, dit finalement Étienne, brisant le silence. Ta mère aurait été si fière de toi. Emma sourit faiblement. Grand-mère me parlait souvent d'elle. Elle disait que j'avais son courage et sa ténacité. Elle avait raison, confirma Étienne. Puis après une hésitation, j'aimerais te parler d'elle, si tu veux. Te raconter comment nous nous sommes rencontrés, qui elle était vraiment. Pas seulement à travers des photos ou des souvenirs de seconde main. Emma sentit une émotion intense l'envahir. Toute sa vie, elle avait cherché à reconstituer l'image de cette mère absente à travers les récits fragmentaires de sa grand-mère. L'idée d'entendre enfin l'histoire de Claire par celui qui l'avait aimée était à la fois terrifiante et merveilleuse. « J'aimerais beaucoup », murmura-t-elle. C'est ainsi que, tandis que Paris s'enflammait avec le scandale Valmont et que les actions du groupe subissaient les soubresauts de ces révélations explosives, père et fille entamèrent une conversation longtemps reportée. Une conversation sur une femme qu'ils avaient tous deux aimée et perdue, sur les années volées, sur les possibilités d'un avenir qu'ils n'osaient encore qu'entrevoir. À l'extérieur du bâtiment, les journalistes continuaient d'affluer, attirés par ce qui s'annonçait comme l'un des plus grands scandales financiers et humains de la décennie. Les téléphones de la salle de presse ne cessaient de sonner, les réseaux sociaux s'enflammaient, et les premières réactions officielles commençaient à tomber. La COB annonçait la suspension immédiate de son enquête contre Étienne Valmont et l'ouverture d'une nouvelle procédure visant François Delorme et Alexandre Bergier. Ces derniers, selon les premières informations, avaient tenté de quitter le pays, mais avaient été interceptés à l'aéroport de Roissy sur ordre du juge d'instruction. La vérité éclatait enfin au grand jour, balayant des années de manipulation et de mensonges. Mais pour Emma et Étienne, réfugiés dans leur bulle temporaire, le monde extérieur semblait soudain secondaire. Ce qui comptait désormais, c'était de reconstruire pas à pas ce lien unique qui avait été si brutalement rompu 11 ans plus tôt. Un lien qui, malgré les blessures et les absences, n'avait jamais complètement cessé d'exister. 6 mois s'étaient écoulés depuis la conférence de presse qui avait bouleversé le monde financier parisien et réuni, contre toute attente, un père et sa fille séparés depuis plus d'une décennie. L'été avait cédé la place à l'automne, puis à un hiver particulièrement doux. Dans le jardin du Luxembourg, les feuilles dorées tourbillonnaient sous la brise légère, tandis qu'Emma, emmitouflée dans une écharpe écarlate, observait les enfants qui faisaient naviguer leurs petits bateaux sur le grand bassin. Un chocolat chaud pour réchauffer les pensées profondes, annonça Étienne en s'asseyant à côté d'elle sur le banc, 2 gobelets fumants à la main. Emma accepta la boisson avec un sourire reconnaissant. Ces moments partagés, ces petites attentions quotidiennes qui semblaient si banales pour d'autres familles, gardèrent pour eux une saveur particulière, comme si chaque geste simple était une victoire arrachée au passé. Les premiers mois de leur cohabitation n'avaient pas été faciles. Emma s'était installée dans l'appartement parisien d'Étienne, dans cette chambre qui, progressivement, avait cessé d'être une chambre d'amis pour devenir véritablement la sienne. Des murs peints en bleu pâle, des étagères remplies de livres récupérés à Giverny, des photographies, beaucoup de photographies. Claire, Hélène, Étienne plus jeune, et maintenant des images nouvelles. Emma et son père sur un voilier en Bretagne, Emma recevant un prix d'excellence à sa nouvelle école, Étienne et Emma visitant le Louvre, le nez levé vers la victoire de Samothrace. Des souvenirs en construction fragiles et précieux. « Tu sembles pensive aujourd'hui », remarqua Étienne, étudiant le profil de sa fille avec cette attention particulière qu'il lui accordait toujours, comme s'il cherchait à rattraper chaque moment manqué. « Je pensais à grand-mère, » admit Emma. « C'est son anniversaire aujourd'hui. Elle aurait eu 75 ans. » Étienne hocha la tête, respectant ce moment de mélancolie. « Elle me manque aussi, tu sais. Malgré nos désaccords, elle a été la seule à ne jamais abandonner l'idée que nous puissions un jour former une famille. » Le silence s'installa entre eux, non pas inconfortable, mais empreint d'une douce nostalgie. Après quelques minutes, Étienne reprit. « Aujourd'hui, j'aimerais te montrer quelque chose d'important. » L'intensité de son regard intrigua Emma. Ces derniers mois, ils avaient appris à se connaître, à apprivoiser leurs différences et leurs similitudes. Étienne s'était révélé être un père attentif,
parfois maladroit mais toujours sincère dans ses efforts. Emma, de son côté, avait fait preuve d'une patience et d'une maturité remarquables, acceptant les explications sans pour autant effacer entièrement les années d'absence. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, curieuse. « Pas ici, » répondit Étienne en se levant. « C'est au bureau. J'ai demandé à tout le monde de partir tôt aujourd'hui. Nous serons seuls. » Intriguée, Emma le suivit. Le trajet jusqu'au siège du groupe Valmont se fit dans un silence pensif. La tour de la Défense, qu'Emma avait appris à connaître ces derniers mois, semblait différente ce soir-là, presque solennelle, sous les dernières lueurs du jour. Le bureau d'Étienne occupait tout un étage. Depuis le scandale et l'arrestation de François et Alexandre, l'entreprise avait subi une profonde restructuration. De nouveaux associés avaient été nommés, des procédures éthiques mises en place, une transparence totale imposée à tous, les niveaux. Le groupe Valmont avait survécu à la tempête, en sortant même renforcé aux yeux de l'opinion publique grâce à la façon dont Étienne avait géré la crise. « Assieds-toi », dit-il, en désignant un fauteuil face à son bureau. Lui-même resta debout, visiblement nerveux, ce qui était rare chez cet homme habituellement si maître de lui. Il ouvrit un tiroir et en sortit un dossier épais qu'il posa devant Emma. « J'ai longtemps hésité avant de te montrer ceci, mais tu as le droit de savoir toute la vérité. » Emma fronça les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. « De quoi parles-tu »« De l'origine du groupe Valmont, » répondit-il gravement, « de la façon dont tout a commencé. » Il ouvrit le dossier, révélant des documents jaunis par le temps, des contrats, des photographies, des coupures de presse datant des années 80. Le groupe Valmont a été fondé par mon père, Henri Valmont. En 1982, commença Étienne. C'était à l'origine une petite société de conseil financier qui s'est rapidement développée. À sa disparition, j'ai repris les rênes et transformé l'entreprise en ce qu'elle est aujourd'hui. C'est l'histoire officielle, celle que tout le monde connaît. Il fit une pause comme pour rassembler son courage. Mais il y a une autre histoire, Emma. Une histoire que je n'ai découverte que récemment en fouillant dans les archives pour préparer ma défense contre François et Alexandre. Emma se pencha sur les documents intriguée. Des noms inconnus apparaissaient sur d'anciens contrats. Des transactions obscures étaient détaillées dans un langage juridique complexe. « Je ne comprends pas », admit-elle. « Mon père », Étienne semblait chercher ses mots. « Mon père n'a pas bâti cette entreprise sur des fondations aussi solides que je le croyais. Au début des années 80, il a conclu des partenariats avec des investisseurs douteux, des hommes qui cherchaient à blanchir de l'argent issu d'activités illégales. » Le choc se peignit sur le visage d'Emma. « Tu veux dire que grand-père était... » « Non, pas directement impliqué dans ces activités, » précisa rapidement Étienne. « Mais il a fermé les yeux. Il a accepté cet argent pour développer son entreprise, sans poser de questions sur sa provenance. Et en retour, il a fourni à ses hommes une façade respectable pour leurs opérations. » Étienne s'assit enfin comme épuisé par cet aveu. « Quand j'ai repris l'entreprise après son départ, j'ignorais tout de cela. J'ai construit sur ses fondations, persuadé que je perpétuais un héritage honorable. Ce n'est qu'en examinant les anciens dossiers, en cherchant des indices sur les agissements de François et Alexandre, que j'ai découvert ces documents. » Emma restait silencieuse, assimilant ces révélations. Toute sa vie avait été construite sur des secrets, des mensonges, des vérités cachées. D'abord l'absence de son père, puis la conspiration de Delorme et Bergier, et maintenant cette ombre sur les origines mêmes de la fortune familiale. « Pourquoi me montres-tu cela » demanda-t-elle finalement. Étienne la regarda droit dans les yeux. « Parce que je te dois la vérité, Emma, toute la vérité, parce que je ne veux plus de secrets entre nous, et aussi parce que j'ai une décision à prendre, une décision qui nous concerne tous les deux. » Il se leva et se dirigea vers la baie vitrée, contemplant Paris qui s'illuminait progressivement dans le crépuscule. « Ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à l'héritage que je veux te laisser, pas seulement matériel, mais moral. Quelle sorte d'homme je veux être à tes yeux? Quelle sorte d'exemple je veux te donner ?» Il se tourna vers elle, le visage grave mais déterminé. « J'ai décidé de tout révéler, l'origine des fonds qui ont permis la création du groupe Valmont, les arrangements douteux des premières années. Tout. » Emma écarquilla les yeux.
comprenant immédiatement les implications d'une telle décision. Mais cela pourrait détruire l'entreprise, tout ce que tu as construit. Peut-être, admit Étienne. Ou peut-être que cela nous permettra de repartir sur des bases saines, transparentes. J'ai déjà consulté des avocats. La prescription joue en notre faveur pour la plupart des faits, mais il y aura inévitablement des conséquences. Financières, réputationnelles, peut-être même légales dans certains pays. Il revint s'asseoir face à elle, prenant ses mains dans les siennes. Ce que je veux que tu comprennes, Emma, c'est que rien, ni l'argent, ni le pouvoir, ni même cette entreprise que j'ai passé ma vie à bâtir, rien de tout cela n'est plus important que toi, que nous, que cette chance que nous avons de construire quelque chose d'authentique ensemble. Les yeux d'Emma s'embuèrent. Pendant des années, elle avait rêvé d'un père qui la choisirait, elle, au-dessus de tout. Le reste. Et voilà qu'il était prêt à sacrifier l'œuvre de sa vie pour lui offrir un héritage moral intact. « Tu n'es pas obligé de faire ça », murmura-t-elle. « Personne d'autre ne connaît ces documents. Tu pourrais simplement les détruire, les ignorer ?» Étienne secoua la tête. « C'est exactement ce qu'ont fait François et Alexandre pendant des années. Manipuler la vérité pour servir leurs intérêts. Je refuse de perpétuer ce modèle. » Il serra doucement ses mains. « Je ne prends pas cette décision à la légère, Emma, et je ne la prends pas seule. C'est notre avenir à tous les deux qui est en jeu. C'est pourquoi je voulais t'en parler, connaître ton avis. » Emma resta silencieuse un long moment, assimilant tout ce qu'elle venait d'apprendre. Puis, lentement, elle se leva et se dirigea à son tour, vers la baie vitrée. Paris s'étendait à ses pieds, magnifique et impitoyable. Cette ville qui avait vu naître et prospérer le groupe Valmont, cette ville où sa mère avait vécu et aimé, cette ville qui était désormais la sienne. Grand-mère disait toujours que la vérité finit par éclater tôt ou tard, dit-elle finalement, que les mensonges sont comme des dettes. Plus on attend pour les rembourser, plus les intérêts s'accumulent. Elle se tourna vers son père, le visage empreint d'une détermination qui rappelait étrangement celle de Claire. « Je crois que tu as raison. Nous devons tout révéler, peu importe les conséquences. » Un poids sembla s'envoler des épaules d'Étienne. Il se leva et rejoignit sa fille près de la fenêtre. « Tu sais ce que cela signifie? Nous pourrions tout perdre. Cette vie confortable, cet appartement, peut-être même cette vue. » Emma sourit, un sourire qui illumina son visage juvénile. « Mais nous ne nous perdrions pas l'un l'autre. Pas cette fois. » Étienne sentit une émotion intense l'envahir. Cet enfant, cette jeune fille qu'il avait à peine commencé à connaître, lui offrait une leçon de courage et d'intégrité qu'il n'aurait jamais imaginée. « Il y a tant de toi en elle, Claire, » pensa-t-il, en voyant cette pensée comme une prière silencieuse vers celle qu'il avait tant aimée. « Alors c'est décidé, dit-il à voix haute. Nous ferons une déclaration publique la semaine prochaine, ensemble. » Emma acquiesça solennellement. Puis, dans un geste spontané qui surprit Étienne, elle se blottit contre lui, l'enlaçant pour la première fois depuis leur retrouvaille. Maladroitement d'abord, puis avec une tendresse croissante, il referma ses bras autour d'elle. Ils restèrent ainsi un long moment, silhouettes enlacées découpées contre le panorama de Paris, partageant une étreinte qui scellait bien plus qu'une décision d'affaires, une promesse, un nouveau départ, un engagement à affronter ensemble les conséquences de la vérité, quelle qu'elle soit. 3 jours plus tard, les Valmont firent leur annonce. Comme prévu, le séisme fut considérable dans le monde financier. Les actions du groupe chutèrent brutalement. Des enquêtes furent ouvertes dans plusieurs pays. Des clients historiques prirent leur distance. Les médias, qui avaient fait d'Étienne et Emma les héros d'un conte de fées moderne, quelques CEPS, mois plus tôt se déchaînèrent avec une férocité renouvelée. Mais contre toute attente, il y eut aussi des soutiens. Des voix s'élevèrent pour saluer le courage d'un homme qui préférait la vérité au profit, l'intégrité à la facilité. Les investisseurs éthiques manifestèrent leur intérêt pour cette entreprise en pleine rédemption. Des talents nouveaux, attirés par cette vision d'un capitalisme plus responsable, proposèrent leurs services. Le groupe Valmont ne disparut pas. Il se transforma, se réinventa, abandonnant certaines activités, en développant d'autres plus, alignées avec une éthique rigoureuse. Ce fut un processus douloureux, semé d'obstacles, mais porté par une conviction inébranlable.
Un an jour pour jour après la révélation publique, Emma et Étienne se retrouvèrent à nouveau dans le jardin du Luxembourg. L'automne était revenu, avec ses feuilles dorées et sa lumière particulière. Leur vie avait changé. L'appartement luxueux avait été vendu, remplacé par une maison plus modeste mais chaleureuse dans le Marais. Le train de vie fastueux avait cédé la place à une existence plus simple, mais paradoxalement plus riche en moments partagés. « Regrettes-tu parfois ?» demanda Emma alors qu'ils marchaient tranquillement le long des allées bordées d'arbres centenaires. Étienne comprit immédiatement à quoi elle faisait référence. « Pas une seconde, » répondit-il avec une sincérité absolue. « J'ai perdu des choses matérielles, certes, mais j'ai gagné bien plus précieux. Ma liberté intérieure, le respect de moi-même et surtout, toi. » Emma sourit, touchée par ces mots simples mais profonds. « Grand-mère serait fière de nous, » dit-elle, doucement. « Oui, » acquiesça Étienne. « Claire aussi. » Ils continuèrent leur promenade en silence, savourant cette complicité qui s'était construite pas à pas, jour après jour. Leur chemin n'avait pas été facile, et il restait encore bien des obstacles à surmonter. Mais ils avançaient, ensemble désormais, portés par cette vérité qu'ils avaient eu le courage d'affronter. Derrière eux, invisible mais présente, semblait flotter l'ombre bienveillante de deux femmes, Claire dont l'amour continuait de les guider au-delà de l'absence, et Hélène dont la persévérance avait maintenu vivante la possibilité de leur réunion. Père et fille, liés non plus seulement par le sang mais par un choix conscient, celui de se choisir l'un l'autre, jour après jour, par-delà les blessures du passé et les incertitudes de l'avenir. Car c'était là peut-être le plus bel héritage que l'on puisse transmettre, non pas des fortunes ou des empires, mais le courage d'être vrai, envers soi-même et envers ceux que l'on aime. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Étienne et Emma vous a touchés. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des récits tout aussi captivants. Trouvez-la en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime à cette vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous vous attendons dans les commentaires.